Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je vous sais un petit peu friand d'anecdotes personnelles. Alors, en ce 7 avril 2014, je vais vous en offrir une. J'ai eu pendant un certain temps, très court, quelques mois à peine, peut-être même quelques semaines, tout au plus, un ami qui s'appelait Thomas Cache-Titis. Thomas Cache-Titis. Cache-Titis. Voilà. Je vais taguer son nom. Je vais référencer son nom si vous préférez. Et je vais également référencer le nom de son papa. Et sans doute, il va tomber sur cette vidéo. Et je vais sans doute le voir apparaître à ma librairie. C'est ainsi que nous fonctionnons aujourd'hui dans cette à la fois invraisemblable, merveilleux et parfois désolant univers numérique. Alors, voilà. En 1971, nous avions tous deux 10 ans, Thomas et moi. Et pendant un certain temps, je l'ai fréquenté, vous disais-je, et j'allais lui rendre visite dans sa maison sur la rue Kerb, si je ne m'abuse. Et tous deux avions un point commun qui a fait que je pense que nous sommes devenus amis, avions tous deux un papa écrivain. Mais le sien était mort une année auparavant, en 1970, à l'âge de 44 ans. Nikos Kachtitis, écrivain grec né en 1926, est donc mort en 1970 d'une leucémie. Et donc, j'allais régulièrement chez lui. Et nous passions du temps dans son sous-sol et en particulier dans la petite pièce qui était le bureau de son père. Mais cette pièce, j'y ai souvent pensé, car elle ressemblait à une sorte de mausolée, une petite pièce tapissée de livres, et avec en particulier une section de livres écrits par Nikos. Et certains d'entre eux, si ma mémoire est bonne, étaient également reliés. Je me souviens également de la photo de son papa qui était posée sur l'une des étagères. Et nous avions parfois, Thomas et moi, des discussions à savoir lequel de nos deux papas était le meilleur écrivain. Thomas affirmait que son père était un authentique génie. De mon côté, je peux vous confesser que j'ai toujours douté du génie de mon papa. Ben oui. Et ce n'est jamais sans effroi que je pense à tous ces enfants de grands génies, toutes ces filles et ces garçons de grands poètes. Combien cela doit être difficile à vivre que d'être la fille de Picasso, le fils ou la fille de René Char. Et si Rimbaud avait eu des enfants, comme combien cela aurait pu être difficile à vivre. Alors pour ma part, j'ai toujours considéré que cela était une chance insigne de n'être pas le fils d'un grand poète. Un poète, tout simplement. Alors nous palabrions, Thomas et moi, à savoir lequel de nos deux papas était un génie. Et je pense que Thomas pensait que le sien avait un avantage considérable sur le mien,
car il était mort. Je dois ici admettre que c'est vrai que cette entrée dans l'éternité paraît auréolait d'une sorte de lumière surnaturelle, dotait d'une aura miraculeuse, le statut de Nikos Kachtitis. Il m'arrivait sans doute même de penser que cela était une sorte de désavantage honteux que d'être mort sur un poète encore vivant. Il me semble également que j'ai pensé qu'il valait mieux être un poète vivant, fût-il médiocre, qu'un grand poète mort, fût-il auréolé du prestige. Et nous débattions ainsi, Thomas et moi. Mais en même temps, tous les deux portions le deuil. Lui, un deuil de fraîche date. Son père venait à peine de mourir l'année précédente. Et il me semble que le mien, qui est toujours vivant, je n'aurais eu de cesse de porter ce deuil, ainsi que le deuil de mon pays, peut-être. J'ai toujours associé les deux deuils ensemble. Il me semble que d'avoir un pays, un vrai pays à nous, où nous décidons, nous avons le pouvoir ultime, qu'est le pouvoir politique, il me semble que cela aurait rédimé toutes les peines d'abandon. Me semble-t-il. Cette espérance-là aura aiguillonné toute ma vie. En ce 7 avril 2014. Alors j'attends, je vais sans doute voir Thomas débarquer dans ma librairie. Il ne sera sans doute pas étonné que je sois devenu un libraire. Je passais déjà ma vie dans les livres. J'aurais passé ma vie dans les livres également. Passion que m'a transmise ma maman, il faut bien le dire ici. Et lui, eh bien, il aura passé toute sa vie, fils unique, à sans doute chérir la mémoire de son père. Je me souviens qu'il a quitté également, je me souviens de sa mère aussi, à Thomas. Ils ont quitté le Québec en 72 peut-être, car sa mère pensait qu'il n'y avait aucun avenir pour son fils unique dans ce pays de fourberie, dans ce pays où mon père a perdu la raison. Alors, je vous lis une toute petite lettre. Alors, quand j'ai vu, ici, oui, petit détail, j'ai partagé sur ma page Facebook ainsi que sur Google+, l'article de Chantal Guy. Et quel n'a pas été mon étonnement lorsque j'ai vu la photo de Nikos Kachtitis et que j'ai reconnu presque immédiatement. Et je m'étais demandé pendant 40 ans ce qu'était en fait l'œuvre de cet écrivain grec exilé à Montréal. Parfois, on ouvre le journal et on a de très belles surprises. On en conviendra, c'est plutôt rare. Alors, il a écrit le 16 mai 1962 cette lettre à Epimondas Jonatas. Cher monsieur Jonatas, vos nouvelles de Paris m'ont attristé énormément. Et la seule chose que je peux vous souhaiter est de surmonter cette situation le plus calmement possible. Je m'excuse, je ne trouve pas de mots pour adoucir un peu de votre douleur. Quand mon épouse m'a appelé au travail pour me dire que j'avais reçu votre lettre, au lieu de me réjouir, je me suis senti coupable pour mon silence, dont je vous parle plus bas. Et à 6 heures du soir, quand j'ai vu votre écriture, aimable que je connais, sur le papier, Lalo, j'ai pris votre lettre dans mes mains.
encore avec un sentiment de culpabilité. Peut-être cela vous apparaîtra un peu mélodramatique, mais toute la journée je me disais, autant de souffrances que je vis pour des raisons diverses, autant de remerciements que je dois adresser à Jonatas pour la générosité qu'il a de me soutenir avec ses lettres. Encore une fois, hier soir, je me suis retrouvé dans mon sommeil, en train de composer de belles phrases et de belles images que j'aimerais vous écrire. Je me sentais fier, toujours dans le sommeil, de cette belle composition, qui sans doute vous aurait impressionné, et je me rappelle en plus que j'avais composé divers proverbes. Hélas, tout cela est aussitôt parti. Je juge donc nécessaire, avant de décrire ma situation des 3 ou 4 derniers mois, la naissance de mon fils n'a rien à voir avec cela, de vous donner quelques explications. De temps en temps, je pense que 1. Je suis un idiot. 2. Je suis un génie. 3. Je suis un fou. 4. Je suis très lucide. 5. Je souffre d'un cancer. 6. Je suis extrêmement malchanceux. 7. Un jour, j'aurai un avenir brillant. Bientôt, quelqu'un m'appellera au téléphone ou frappera à ma porte pour m'annoncer « Monsieur, nous apprécions énormément vos qualités extraordinaires, etc., etc. Et voici 100 000 $ pour vous consacrer à votre art, au bénéfice de vous-même, de votre famille très aimable et de toute l'humanité. Nos félicitations. » J'écoute en ce moment Vivaldi, un des plus grands génies auxquels je rêve. Je vous écris tout ça non pas comme un jeu de mots, mais plutôt comme une description de la dure réalité. Ce sont les 7 aspects d'une immense tension. Je ne vous en décris pas les causes, etc., parce que vous souffrez des mêmes causes, ce qui me touche profondément. J'aime aussi la musique, pour harpe solo jusqu'à la folie. Plusieurs fois, je me dis que le fait que je me dise fou montre que je ne le suis pas. Cependant, un ami psychiatre m'a confirmé, en toute ironie, puisqu'il est pire que moi, que les choses ne sont pas comme ça. Donc, je peux être vraiment fou. Mais au nom de Dieu, il serait mieux que j'abandonne cette discussion. J'ai reçu votre description de vos rêves magnifiques, et je vous ai répondu avec quelques-uns de mes vieux rêves. Vous devez les avoir reçus à Athènes. Vos rêves m'ont extrêmement impressionné, mais ils m'ont aussi permis de comprendre que nous sommes 2 âmes sœurs, même si je ne peux pas dire que je suis égal à vous pour l'usage de la plume et l'expérience littéraire. J'ai été aussi impressionné par la publication de votre première petite histoire avant la guerre, à l'époque où, moi, je nageais dans la mer des désespoirs à cause de mon impuissance. En plus, il y a votre comparaison de mon écriture avec celle de Koldiolas, dont j'avais lu quelques poèmes dans Nea Estia, le premier exemplaire que j'avais acheté juste avant la guerre et dans lequel j'ai trouvé refuge pendant des jours et des jours, plutôt pendant des nuits et des nuits, afin d'éviter toute discussion à propos de la guerre imminente. Je vous le dis, il m'a été très douloureux de ne pas pouvoir répondre avec plus de détails à votre très belle lettre, pour toutes les raisons que je vous mentionne si haut. Ils sont innombrables les points que je n'ai pas pu toucher ici ou dans la lettre que je vous ai envoyée à Pâques. Je recevrai avec plaisir les livres de Sade, parce que je suis intéressé principalement par la force de sa prose
et par l'ambiance de ces histoires, et non pas par la pornographie comme telle. J'aime également les mémoires de Casanova, de Céline et de Fanny Hill, quoique ceux-ci soient de la fiction à laquelle on a ajouté des images horriblement pornographiques. Je n'ai pas pu résister à la tentation et j'ai déchiré 2 des images du livre de Fanny Hill que m'avait prêté une certaine fille originaire de Lituanie, mais qui connaissait rien de Miloche. Avec mes sentiments les plus chaleureux, Kashtitis. Alors donc, c'était tiré de ceci, le numéro de la revue Liberté, 289, publié en novembre 2010. Il m'a donc fallu attendre 40 ans pour avoir des nouvelles de cet écrivain qui a occupé une bonne partie de mon imaginaire. Et j'aurai toujours en tête ce petit bureau qui ressemblait à un mausolée, qui ressemblait à un columbarium. Écrire est parfois mortifère. Mais avant de vivre, il nous faudra bien écrire, semble-t-il. Bonne journée, portez-vous bien, vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Je m'en remets à votre imagination. Bonne journée.